Bonjour. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 3e symposium de l'anémie falciforme. Alors, à vrai dire, Wilson m'a fait la plus belle introduction en nous présentant sa fille. Je peux dire son nom, Monsieur Sanon? Oui, ben alors Priscille, qui est une de nos patientes qui a été déjà greffée il y a plus de 8 ans. Comme vous le savez, la greffe, c'est actuellement le seul moyen de guérir la maladie. On a souvent beaucoup de questions par rapport est-ce que mon enfant est éligible à une greffe? Qu'est-ce que ça implique? On me dit souvent, ah, c'est long. Alors, on a été un peu opportuniste. On a demandé à un de nos greffeurs ici au CHU Sainte-Justine, Dr Pierre Terra, de venir vous faire une présentation, c'est quoi la greffe de moelle osseuse ou la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, il va vous dévoiler un peu les aspects les plus importants. Alors, Pierre est un hématologue pédiatre avec une spécialisation en greffe. Il nous vient de Lyon, hein? C'est ça? Je me suis trompée? Toulouse, ma géographie française. Et Pierre est avec nous depuis 2 ans environ. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous présente Dr Pierre Terra qui va venir nous présenter aujourd'hui la greffe de moelle osseuse pour les patients atteints d'anémie falciforme. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de pouvoir participer à ce 3e symposium et je remercie M. Sanon et Mme Robitaille de m'avoir invité. Je suis très impressionné par le nombre de personnes et le dynamisme de cette association. Donc la greffe de moelle osseuse pour l'anémie falciforme. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur les causes de l'anémie falciforme. Donc comme vous le savez, au sein des globules rouges, on a de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est constituée de 2 parties, une chaîne alpha et une chaîne bêta. On a chacun une chaîne alpha qui vient de notre père, une chaîne alpha qui vient de notre mère, une chaîne bêta de notre père, une chaîne bêta de notre mère. Chez la personne qui n'a pas d'anémie falciforme, on a des chaînes alpha et bêta standards, on a un globule rouge normal. Chez la personne qui a une anémie falciforme, il y a une mutation au niveau d'une des chaînes bêta, une provenant de la mère et une provenant du père, et qu'on a 2 chaînes bêta mutées. On a une hémoglobine SS et on a des globules rouges qui ont tendance à se déformer sous certaines conditions, notamment le manque d'oxygène, pour se transformer en globules rouges en faucilles, qui sont des globules rouges très rigides à la différence du globule rouge normal. Donc ça, c'est la cause et ce qui génère la maladie. Donc les facteurs qui déclenchent ça, vous les connaissez bien dans la vie quotidienne, c'est la fièvre, la déshydratation, le froid, le manque d'oxygène. Tout ça, ça va entraîner une transformation du globule rouge à l'état de base, disons, chez le patient atteint d'anémie falciforme, en globule rouge qui se déforme et qui devient de plus en plus rigide, jusqu'à présenter la forme caractéristique en faucille. Nous, quand on regarde au microscope, les échantillons de sang, c'est ce qu'on voit. Là, on a des globules rouges normaux, et là, on a des globules rouges qui sont vraiment déformés en faucille. La conséquence, c'est que pour la personne qui a un trait falciforme, donc il y a une seule chaîne bêta de type S, il va être ce qu'on appelle SA, disons, ce qui est illustré ici, il va avoir des globules rouges normaux. Lui, il va avoir un trait falciforme, où il va être hétérozygote, c'est la même façon d'appeler cet état. Il va avoir un taux d'hémoglobine S qui sera au plus de 50% de son taux d'hémoglobine, et il n'aura pas de maladie. A l'inverse, la personne qui a 2 chaînes avec une mutation et donc 2 chaînes de l'hémoglobine S, comme on voit ici, il va être SS, il va être homozygote, c'est l'autre façon d'exprimer cet état-là. Il va avoir un taux d'hémoglobine S beaucoup plus élevé, avec des globules rouges qui ont tendance à se déformer, et il va avoir la maladie anémie falciforme. Maintenant, comment ça se transmet? Donc pour être malade, il faut avoir la chaîne bêta transmise par le papa et la chaîne bêta transmise par la mère qui porte l'anomalie S. Donc là, on a les parents qui sont bien portants. Ils ont un trait falciforme ou ils sont hétérozygotes. Et puis en fonction du jeu de transmission des gènes, ce couple-là, il pourra avoir au plus un enfant sur 4, c'est-à-dire 25% de ces enfants, qui aura reçu, par malchance, les 2 gènes mutés. Dans les autres possibilités d'enfants pour ce couple, il pourrait avoir 50% ou 2 enfants sur 4 avec un état hétérozygote, un trait falciforme qui seront bien portants, et un enfant qui n'aura absolument aucune anomalie au niveau de son hémoglobine, qui aura
une hémoglobine AA. Maintenant, il y a différentes formes d'anémie falciforme, comme vous l'a montré rapidement tout à l'heure M. Sanon. Il y a des gens qui ont une hémoglobine SS, mais il y a aussi d'autres patients qui ont des hémoglobines SC ou S-bêta-tal ou SE. Ce sont différentes formes d'hémoglobine qui, quand elles se combinent à une hémoglobine S chez un des patients, par exemple, on a un patient SC, il a reçu une hémoglobine S de sa mère et une hémoglobine C de son père, peuvent avoir certains signes de l'anémie falciforme, mais en général, ce sont des gens qui sont moins sévèrement atteints. Donc l'anémie falciforme classique, les gens vraiment malades, c'est ceux qui ont l'hémoglobine SS, et ils ont tous les risques de complications possibles. Puis après, il y a des formes qui sont en général un peu moins sévères, qui sont les formes S avec bêta-thalassémie, c'est-à-dire qu'une des chaînes de l'hémoglobine est une chaîne bêta, ou des formes SEC ou des formes SE. Maintenant, l'origine de l'hémoglobine S. Pourquoi il y a de l'hémoglobine S? Il faut savoir que c'est à cause du paludisme qui est transmis par les moustiques. En fait, les moustiques transmettent ce parasite, qui est le parasite de la malaria. Et ce parasite, il se développe préférentiellement dans les globules rouges. Il se multiplie dans les globules rouges et il détruit les globules rouges. Et en fait, les gens qui ont une hémoglobine S, ils sont en partie résistants à cette infection. Donc, les gens qui ont un trait falciforme, ils sont protégés contre le paludisme, contre la malaria. C'est pourquoi ça a été les gens qui ont une hémoglobine S sont plus fréquents dans la population d'origine africaine et dans les zones où il y a du paludisme. Dans ces régions-là où il y a du paludisme, les gens qui ont un trait falciforme, ils seront protégés en grande partie contre les formes sévères de paludisme, ils ne seront pas malades. Les gens qui ont une autre variété d'hémoglobine S, ils seront aussi protégés en partie, ils seront plus ou moins malades de leur anémie falciforme. Et puis malheureusement, les gens qui ont la forme complète, SS, ils sont certes protégés contre le paludisme, mais ils sont quand même très malades de leur anémie falciforme. Donc ça, c'est la carte qui montre la répartition de la malaria ou du paludisme, et qui se superpose parfaitement avec la carte de la distribution de l'hémoglobine S dans le monde. Donc voilà, l'hémoglobine S, c'est une façon de protéger au moins 50% des enfants d'un couple contre le paludisme au prix d'un enfant qui va être très malade. Donc ça, c'est l'origine. Donc les conséquences, vous les connaissez, en présence de facteurs déclenchants, le globule rouge qui a une hémoglobine SS va se déformer. Ces globules rouges sont très rigides. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la circulation sanguine, dans ce qu'on appelle les petits vaisseaux, les capillaires, ils vont aller se bloquer. Ils vont entraîner une obstruction des vaisseaux sanguins qu'on voit ici. Alors que le globule rouge normal, lui, se déforme et il arrive à passer même dans les plus petits vaisseaux. Donc, et ce blocage des vaisseaux, ça entraîne un manque d'oxygène aux organes. Donc, tout ça, c'est responsable de tous les signes de l'anémie falciforme. Les douleurs osseuses et musculaires, c'est quand les os et les muscles manquent d'oxygène. L'anémie, c'est aussi lié en partie à la destruction des globules rouges quand ils sont déformés par les facteurs déclenchants. Il va y avoir aussi une tendance à faire des infections sévères, notamment parce que les globules rouges qui se bloquent dans la rate entraînent une dysfonction de la rate. Et la rate, c'est un organe qui permet de filtrer le sang des bactéries. Donc les patients qui ont une anémie falciforme, ils ont une plus grande tendance à faire des infections sévères du fait de leur dysfonction de la rate. Ils peuvent faire des syndromes thoraciques aigus quand les globules rouges se bloquent dans les capillaires au niveau des poumons. Les séquestrations spléniques, c'est quand les globules rouges se bloquent dans la rate. Il y a une dilatation de la rate du fait de l'accumulation de sang qui n'arrive pas à ressortir de la rate. Ils peuvent se bloquer, ces globules rouges, au niveau des vaisseaux cérébraux, et c'est les manifestations les plus sévères de l'anémie falciforme. Il peut y avoir des attaques cérébrales, avec des enfants qui peuvent avoir des déficits cérébraux. Il peut y avoir aussi des nécroses osseuses, donc les os qui se détruisent parce qu'il manque d'oxygène. Il peut y avoir des problèmes de priapisme. Donc tout ça, et je l'ai mis un petit peu les plus sévères, il y en a encore d'autres. Maintenant, une des grandes questions par rapport à la greffe de moelle, c'est d'arriver à savoir exactement quel va être le devenir des enfants qui ont une anémie falciforme. Le premier point, c'est que c'est très variable d'un enfant à l'autre. Pour une même anomalie au niveau de la chaîne de l'hémoglobine, certains enfants vont être très malades, ils vont faire toutes les complications sévères, alors que d'autres vont avoir peu ou pas de complications, vont être beaucoup moins malades. Donc, il y a des facteurs. Certains sont connus, le fait d'avoir un G6PD,
d'autres facteurs qui peuvent influencer le devenir de ces enfants, mais on ne les connaît pas complètement et on n'est pas capable de dire exactement quand un enfant naît, s'il va aller bien ou s'il ne va pas aller bien. Donc il y a une certaine ignorance de notre part du devenir possible d'un enfant qui a une anomalie de type anémie falciforme. Maintenant, ce devenir est aussi variable dans le temps. Et ce qu'on sait, c'est que les patients qui ont des complications sévères dans l'enfance, ceux-là, c'est sûr, ils ne vont pas aller très bien en grandissant. En général, quand on a des complications sévères tôt dans l'enfance, eh bien, on va continuer à faire des complications de plus en plus fréquentes à l'âge adulte. Les patients qui ont peu ou pas de complications, ou des complications modérément graves, ou qui sont bien pris en charge dans l'enfance avec les traitements dont on dispose actuellement, ceux-là, on ne sait pas exactement s'ils vont continuer à aller bien à l'âge adulte, ou si leur situation va se dégrader. Donc pour ça aussi, il y a une incertitude sur le devenir des enfants à l'âge adulte. Et ça aussi, c'est un point très important pour discuter des indications de greffe. Si on regarde maintenant les statistiques chez les adultes, on a des statistiques qui sont imparfaites. Mais pour ce qu'on sait, pour ce qui est publié et rapporté régulièrement, c'est que l'espérance de vie, elle est quand même diminuée chez les patients qui ont une anémie falciforme. En Haïti, ils parlent de 39-40 ans. Aux États-Unis, il y a certaines statistiques qui rapportent des espérances de vie moyennes de 40 à 50 ans, à comparer aux ceux de la population normale où on arrive à 70-80 ans d'espérance de vie moyenne par individu. Donc ces statistiques, elles sont assez alarmistes. Et elles sont dues à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que chez l'adulte, il y a des complications d'organes supplémentaires qui apparaissent avec le temps. Des problèmes d'insuffisance rénale, d'hypertension artérielle, d'hypertension pulmonaire, d'infarctus cardiaque, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance respiratoire chronique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit quasiment pas chez l'enfant, mais qui peuvent apparaître chez l'adulte. Mais on ne sait pas chez quels enfants on verra ce type de complications chez l'adulte. Puis il y a aussi des facteurs socio-économiques. C'est sûr que l'accès est plus limité sans doute aux soins en Haïti ou aux États-Unis qu'au Canada. Et il y a aussi un accès plus limité au travail chez ces adultes, puisque comme ils sont tout le temps malades, ils ne peuvent pas travailler. Comme ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de couverture sociale. Et quand vous n'avez pas de couverture sociale ou d'assurance aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des soins. Ces statistiques, elles sont très alarmistes, mais elles ne sont sans doute pas applicables partout, en tout temps et pour tout patient. C'est ce point important. Le premier point, c'est que ces 20 dernières années, il y a quand même des progrès médicaux certains qui ont été réalisés. Et notamment, pour les patients les plus sévères, maintenant, on a différentes stratégies qui permettent de maintenir des taux d'hémoglobine S relativement bas dans le sang. Et donc faire en sorte que les patients qui ont une anémie falciforme, leur évolution se rapproche autant qu'on peut d'une personne qui a un trait falciforme, en maintenant son taux d'hémoglobine S inférieur à 30%. Les données au Canada, je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas de données précises, peut-être le Dr Robitaille en a plus précises, mais en tout cas on peut l'espérer, elles sont sans doute meilleures que celles des États-Unis parce qu'il y a au moins un accès aux soins de santé qui est beaucoup plus simple au Canada. Donc on est inquiet, on est attentif au devenir de nos patients, mais on reste très optimiste dans notre capacité et dans la vôtre à pouvoir offrir des soins de qualité et à pouvoir éviter une grande partie de ces complications. Ces traitements qu'on peut offrir, là aussi c'est important à avoir ça en tête pour discuter de la greffe. Il y a des traitements simples qui sont basés sur l'éducation, le diagnostic précoce, le suivi régulier, la prise d'acide folique, les antibiotiques pour prévenir les infections sévères, les vaccinations pour prévenir les infections sévères. Donc ça, c'est des traitements simples qui permettent de prévenir un grand nombre de complications. Et ça, c'est suffisant pour de nombreux enfants. Mais de nombreux enfants, la majorité sans doute, vont aller bien avec ça. Donc la question pour cela, c'est est-ce que ça restera suffisant quand ils seront adultes? On ne sait pas. De notre côté, il y a des traitements plus complexes qui sont mis en œuvre pour les patients les plus sévères, comme l'hydroxyurée, les transfusions régulières, les programmes transfusionnels et les échanges érythrocytaires. L'échange érythrocytaire, c'est un petit peu le maximum de ce qu'on peut faire en termes de prise en charge actuellement. Donc ça aussi, ce sont des traitements de prévention des complications. Ils sont souvent très efficaces pour un certain nombre de patients et pour certaines complications. En fait, ils sont efficaces pour la plupart des complications. La seule complication qui est parfois incomplètement traitée par ce type de prise en charge, ça reste les problèmes cérébraux. Et donc, chez certains enfants,
on va avoir la poursuite des problèmes cérébraux, l'apparition d'autres attaques cérébrales malgré les traitements maximaux qu'on peut faire. Donc pour ces enfants, la question c'est, quand c'est efficace chez l'enfant, est-ce que ce sera toujours efficace 10 ou 20 ans plus tard? Donc on a des traitements préventifs, et parmi les traitements qui permettent une guérison, à l'heure actuelle, il y a la greffe de moelle osseuse, comme vous disiez M. Sanon et vous disiez Nancy Robitaille tout à l'heure, on va en discuter. Et actuellement, il y a la thérapie génique qui essaie d'être développée. Rapidement, un point sur la thérapie génique, ça consiste à remplacer le gène de l'hémoglobine S dans tous les globules rouges des patients par un gène de l'hémoglobine A, un gène standard de l'hémoglobine. C'est une technologie très complexe et ça en est à ses balbutiements, cette technologie. Il y avait eu des premiers essais, c'était plus dans d'autres formes de maladies des globules rouges qui sont les bêta-thalassémies. Ça a débuté il y a 5 ans dans un centre français. Ça semble efficace. Il y a pour l'instant très peu de patients traités, il y en a 2-3. Ça pose des questions sur les effets à long terme parce que dès qu'on commence à toucher un petit peu au gène, on voit apparaître le risque de leucémie secondaire. Bon. Mais quand cela sera maîtrisé, c'est sûr, ce sera le traitement d'avenir. Mais ça reste encore un petit peu de la médecine fiction à l'heure actuelle, même si on est au début de l'histoire de ces traitements. Maintenant, la greffe de moelle osseuse. Le premier point, vous le savez sans doute, les globules rouges sont produits par la moelle osseuse. Mais la moelle osseuse, elle produit également d'autres éléments, notamment les plaquettes, donc ce sont les constituants normaux du sang, et c'est ce qui permet d'arrêter de saigner quand on se blesse. Donc, les plaquettes permettent de prévenir les hémorragies. Et ça produit également des globules blancs. Et les globules blancs, vous savez, nous défendent contre les infections. Donc le principe, quand on veut faire une greffe de moelle osseuse, c'est de détruire la moelle osseuse du patient, qui est atteint d'anémie falciforme, et de la remplacer par la moelle d'un patient en bonne santé. En bonne santé, c'est qui a une hémoglobine normale ou qui a un trait falciforme. Ce traitement, il permet une guérison. C'est le seul traitement disponible de façon régulière à l'heure actuelle qui permet une guérison. Ça permet une guérison quasi complète de tous les signes de l'anémie falciforme. Les choses qui ne sont pas guéries par la greffe de moelle, c'est les lésions qui étaient déjà présentes avant. Si vous avez fait une attaque cérébrale avant la greffe, ben, ça ne va pas être guéri par la greffe. Mais au moins, elle permettra d'empêcher que vous en fassiez d'autres. L'autre chose qui n'est pas guérie par la greffe, c'est votre rate qui ne fonctionne pas. Si votre rate ne fonctionne pas, ben, même si vous êtes greffé, la rate ne fonctionnera toujours pas et vous garderez donc toujours le risque d'infection plus sévère lié au dysfonctionnement. L'expérience des greffes de moelle, vous voyez, c'est quand même relativement limité, mais 300 cas de greffe pour les anémies falciformes dans le monde, comparé aux 50 millions de patients que nous a cité tout à l'heure M. Sanon. C'est pas très important, mais ça permet de savoir exactement, d'avoir des données solides sur ce qu'on peut attendre d'une greffe de moelle en termes de bénéfices et d'effets secondaires. Maintenant, ça reste un traitement très lourd, notamment les effets secondaires qui sont potentiellement importants, mais qui sont des effets secondaires qui sont temporaires et qui sont qui sont régulièrement bien pris en charge avec les traitements dont on dispose actuellement. Ça ne permet pas de réparation des lésions déjà constituées, notamment au niveau du cerveau. Et le point important, c'est qu'il faut essayer de le proposer quand on peut, avant qu'il y ait l'apparition de ces lésions qui sont des lésions définitives. Et le problème principal à l'heure actuelle, c'est celui du donneur. Le problème, c'est de trouver un bon donneur. Et on va y revenir. Donc le donneur de moelle osseuse. La première chose, c'est qu'est-ce qui définit un donneur? Un donneur, c'est une personne qui est identique pour 10 marqueurs qu'on appelle les antigènes HLA, qui sont des marqueurs qui nous différencient tous les uns des autres. Les antigènes HLA, ce sont des marqueurs qui définissent des groupes de compatibilité entre nos tissus, entre nos organes. Et chaque personne est définie par 5 marqueurs HLA, A, B, C, D, R, D, Q qui proviennent de son père et 5 qui proviennent de sa mère. Point important aussi, le donneur et le receveur, ils n'ont absolument pas besoin d'être compatibles pour les groupes sanguins classiques ABO, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les HLA et que les HLA. Si on reprend notre dessin tout à l'heure de l'anémie falciforme et de la famille, eh bien, là, on a les HLA du papa, les HLA de la maman. Donc, lui, il en a 5 qui proviennent de sa propre mère et 5 de son propre père. Et pareil pour la mère. Et donc, en fonction de la distribution des gènes aux enfants, les gènes provenant des parents aux enfants, ce couple, ben,
à son enfant qui a déjà l'anémie falciforme, il aura une chance sur 4, donc 25% de chance, d'avoir un frère ou une sœur qui soit compatible pour lui donner de la moelle, c'est-à-dire d'avoir 10 antigènes HLA identiques. Donc, premier point, dans le meilleur des cas, quand on a un enfant qui a une anémie falciforme, on a seulement 25% de chance pour cet enfant d'avoir un frère ou une sœur qui puisse lui donner de la moelle. Le donneur, le meilleur donneur, c'est toujours un frère ou une sœur. Qu'il soit porteur ou non porteur du trait falciforme, ça ne change rien. L'enfant greffé sera guéri de la même façon. Si le malade c'est un garçon, on a une préférence pour avoir un donneur de sexe masculin. Pour diverses raisons, et la principale est qu'on peut avoir moins de risque d'une certaine complication de la greffe qu'on appelle la GVH. On y reviendra un petit plus tard. Si le malade est une fille, on n'a pas de préférence. Les garçons, un donneur fille ou garçon, c'est pareil. Les donneurs issus de fichiers maintenant. Il faut savoir que ce sont de moins bons donneurs parce qu'on a des risques plus augmentés de non-prise de greffe ou de GVH, d'attaque de la greffe contre le receveur. Donc ils sont un petit peu moins bons. Le problème des fichiers, c'est actuellement, on a peu de chances de trouver un bon donneur fichier, c'est-à-dire un donneur qui soit compatible pour les 10 antigènes HLA. Cette probabilité, elle est évaluée à peu près à 10 à 15% de chances pour un patient donné de trouver un donneur compatible. Donc le premier, et ça, c'est lié en grande partie parce que les HLA d'un individu sont en grande partie dépendants de son origine ethnique. Donc les patients d'origine africaine, nous aurons des HLA particuliers. Et dans les registres de donneurs internationaux, où il y a tous les pays du monde, il y a les donneurs potentiels d'origine africaine sont relativement peu représentés. Donc ça rend la probabilité de trouver un donneur compatible relativement faible. Donc le premier message par rapport à ça, mesdames et messieurs, c'est inscrivez-vous dans les registres de donneurs de moelle, parce que sans doute, avec vos HLA particuliers, vous augmenterez la chance pour un donneur, pour un patient atteint d'anémie falciforme, d'avoir une greffe de moelle. Les donneurs dans la fratrie, il faut savoir qu'ils peuvent donner soit leur moelle osseuse, on y reviendra, soit ils peuvent donner leur placenta. C'est-à-dire qu'on est capable, à l'heure actuelle, pour chaque enfant qui naît, de prendre son placenta et de le congeler, et de le garder congelé pour des années, et de faire une greffe de moelle à partir d'un placenta. Le don de moelle osseuse, quand on donne sa moelle, vraiment la moelle elle-même, comment ça se passe en pratique? Donc le prélèvement de moelle osseuse pour le donneur, c'est fait au niveau des os des hanches, des os du bassin, dans le dos, en bas du dos. On fait 2 trous, un de chaque côté. On prélève au maximum 20 ml par kilo de poids du donneur. C'est vraiment le maximum. Habituellement, 10 à 15 ml par kilo de poids du donneur, ça suffit pour avoir une quantité suffisante de moelle du donneur. La durée moyenne du prélèvement, c'est 2 heures. La durée d'hospitalisation pour le donneur, c'est 3 jours. Il passe 2 nuits à l'hôpital. Il rentre la veille, on fait le prélèvement sous anesthésie générale le lendemain. Il passe encore une nuit à l'hôpital de surveillance et puis il ressort le 3e jour. Les risques, ils sont très très faibles pour le donneur. C'est les risques qui sont liés de l'anesthésie générale, qui pour un donneur en bonne santé, une personne en bonne santé, sont proches de 0. Les effets secondaires, ça fait un petit peu mal au bas du dos pendant 2-3 jours. En général, c'est des douleurs peu intenses qui sont facilement pris en charge par du Tylenol ou du Motrin. Ça entraîne une baisse transitoire des globules rouges du donneur, mais qui est facilement traitée par prescription de fer. Et pour les donneurs mineurs, ça nécessite l'autorisation d'un juge. Il faut qu'un juge vérifie que ce don de moelle, il n'est pas fait poussé par la famille ou poussé par les médecins, mais qu'il est bien fait de façon librement consentie, chez un enfant pour lequel il n'y a pas de risques médicaux. Le don de placenta. Donc le placenta, c'est un organe qui est très riche en cellules souches de la moelle osseuse. Et on peut prélever tous les placentas à la naissance. Habituellement, les placentas, quand on coupe le cordon, le placenta il est jeté. Là, quand on le congèle, on peut le garder à moins 180 degrés pendant plusieurs dizaines d'années, disponible en cas de nécessité. Il n'y a pas besoin d'anesthésie générale et pour ça, il n'y a pas besoin de juge. On n'a pas besoin d'avoir l'autorisation d'un juge pour prélever le placenta. Le problème, disons que la restriction pour les mères qui sont enceintes,
c'est que les prélèvements, les congélations du placenta, ça ne se fait pas dans tous les hôpitaux. Il faut aller dans certains hôpitaux pour pouvoir avoir accès à une congélation du placenta. Et l'autre problème, c'est que la richesse en cellules souches, même si elle est bonne, elle est quand même relativement limitée en cellules souches de la moelle osseuse dans le placenta. Et donc, les résultats avec ce type de greffe, ils seront d'autant meilleurs qu'on le proposera à des patients jeunes, c'est-à-dire à des patients qui ne pèsent pas beaucoup et où le ratio en termes de quantité de cellules souches, poids du patient est le plus élevé possible. Donc, le deuxième message, c'est que pour toute femme enceinte qui a déjà eu un enfant atteint d'anémie falciforme, eh bien, ce serait une sage précaution de congeler le placenta. Il ne sera peut-être pas compatible, ça on le saura après, mais au moins, s'il était compatible, on aurait accès au placenta et il n'y aurait pas besoin d'aller prélever la moelle osseuse directement de l'enfant qui est né. On pourrait utiliser seulement le placenta. Maintenant, la greffe de moelle osseuse, proprement dite, comment ça se déroule? Il y a 3 grandes étapes. La première étape, il faut détruire la moelle du donneur. La deuxième étape, il faut détruire la moelle du receveur, pardon. La deuxième étape, c'est une grosse faute, il faut détruire la moelle du receveur. La deuxième étape, on injecte la moelle du donneur, et il faut attendre que cette moelle se reconstitue progressivement. Et la troisième étape, c'est la plus longue, c'est celle de la reconstitution du système immunitaire complet et fonctionnel. La première étape, ça dure à peu près 10 jours, et il y a peu de risques de complications à ce stade-là. La deuxième étape, c'est l'étape la plus dure. Elle dure 4 à 6 semaines en moyenne. Et c'est la zone où on risque d'avoir des complications importantes. La troisième étape, la plus longue, elle dure 9 à 12 mois. Et il y a toujours des risques qui peuvent être potentiellement importants, mais qui sont quand même moins importants que la deuxième étape. Les 2 premières étapes, ça se déroule à l'hôpital, en isolement strict, dans des chambres de greffe. Et ça nécessite un cathéter V2. Pour les patients hospitalisés, en isolement de greffe. Donc il y a des mesures particulières à prendre quand on rentre dans la chambre. Il faut mettre un masque, il faut mettre une blouse, parfois il faut mettre des gants stériles. Mais ça n'empêche pas que les parents peuvent rester à côté, peuvent dormir dans la chambre, pour peu qu'ils gardent un masque et une blouse. Et quand ils veulent dormir, ils se mettent un petit peu plus loin dans la chambre et là ils peuvent enlever leur masque. Donc ça, c'est les 2 premières étapes. La troisième étape, c'est à la maison. Et on voit les enfants revenir régulièrement en clinique externe pour faire un suivi. Et pendant 9 à 12 mois, le temps que le système immunitaire se reconstitue correctement, on leur demande de ne pas aller à l'école pour éviter les risques de complications infectieuses. Comment on fait pour détruire la moelle osseuse du receveur? On utilise des chimiothérapies. C'est le seul moyen qu'on ait pour détruire la moelle osseuse. Donc on utilise 2 médicaments, ça ne vous dira pas grand-chose, mais le point important, c'est que on en fait un pendant 4 jours et puis un autre pendant 4 jours suivants. Donc ça se déroule entre le jour moins 9 avant la greffe et le jour moins 2 avant la greffe. Et les effets secondaires immédiats de ce type de traitement, c'est d'entraîner quelques nausées et vomissements qui sont en général peu intenses et qui sont bien traités par les traitements anti-nausées. Et il y a également des risques de convulsions lors de l'injection de ces médicaments qui sont très facilement prévenus. Actuellement, on n'en voit jamais des convulsions. Maintenant, on utilise en plus des traitements de prévention du rejet de la greffe, qui sont des anticorps, antiglobules blancs. Ils sont donnés pendant 4 jours, du 5e jour au 2e jour avant la greffe. Et en fait, c'est surtout ces anticorps qui entraînent des effets secondaires immédiats. Ils entraînent des problèmes de fièvre, de réaction allergique, de nausées, de vomissements. C'est pas très drôle pour les patients, mais c'est transitoire. Ça dure en général maximum 24 heures. Et ça ne met pas leur vie en danger. Mais c'est pas très agréable. Donc maintenant, la deuxième partie, c'est qu'elle commence avec l'injection de la moelle qui est effectuée au jour 0. Une injection de moelle, c'est comme une transfusion sanguine. On injecte ça par le cathéter dans une grosse voie veineuse. Et puis la moelle osseuse, elle est capable elle-même d'aller retourner dans les os du patient pour se multiplier et se greffer dans les os du patient. Et le point important aussi, c'est qu'on fait le prélèvement de la moelle chez le donneur et l'injection chez le receveur le même jour. Les risques de cette deuxième partie, c'est là où on a le risque maximal. Le premier risque, c'est le risque que la moelle ne prenne pas. On y reviendra, actuellement ce risque il est très faible. Le deuxième risque, il est lié aux effets retardés de la chimiothérapie. Donc comme on a détruit la moelle, on n'a plus de globules blancs et il y a un risque d'infection. Et le risque d'infection, il est certes lié aux gens qui vous amèneraient des virus, s'ils rentrent dans votre chambre et qu'ils ont un rhume.
Mais il est principalement lié avant tout aux germes qui sont présents chez chaque personne, qu'on a tous sur la peau, qu'on a tous dans le tube digestif. Et ces germes, ces microbes, quand vous n'avez pas de globules blancs, ils ont tendance à passer dans le sang. Le risque est lié au fait que les plaquettes vont diminuer aussi, donc il y a un risque d'hémorragie. Il est lié au fait que les globules rouges, qui sont déjà pas très élevés chez les patients atteints d'anémie falciforme, ils vont être encore plus bas, et ça va entraîner de la fatigue. En plus de ces effets sur la moelle osseuse, il y a d'autres effets retardés de la chimiothérapie. La chimiothérapie peut entraîner des lésions au niveau de la bouche et du tube digestif, qui vont entraîner des problèmes pour s'alimenter, parce que c'est douloureux de s'alimenter quand on a des ulcères. Il peut y avoir des problèmes de toxicité au niveau du foie, ce qu'on appelle la maladie veno-occlusive. Il peut y avoir des problèmes de toxicité sur la vessie avec présence de sang dans les urines. Puis après, il peut y avoir des effets secondaires des autres traitements qu'on donne pour traiter ces effets-là, qui peuvent être de l'hypertension artérielle, de la toxicité sur les reins ou des convulsions. Tous ces effets secondaires, pour sérieux qu'ils sont, ils sont prévisibles, ils sont transitoires, ils ne sont pas obligatoires pour tous les patients, si ce n'est la baisse des globules blancs, des plaquettes et des globules rouges, ça c'est pour tous les patients. Et ils sont gérables, c'est-à-dire qu'on a des traitements, des protocoles de traitement à l'heure actuelle qui sont tout à fait efficaces pour gérer ces complications. Si les plaquettes sont basses, on transfuse des plaquettes pour éviter de mettre le patient à risque de saigner. Si les globules rouges sont trop bas, on lui transfuse des globules rouges. S'il a de la fièvre, on donne des antibiotiques qui sont puissants et efficaces. S'il a du mal à s'alimenter, on peut l'aider en lui mettant un tube nasogastrique, c'est un petit tuyau qui va dans le nez jusque dans l'estomac et on lui apporte de l'alimentation comme ça. S'il ne tolère pas ça, on peut lui apporter de la nutrition par voie intraveineuse. S'il a mal à cause des ulcères au niveau de la bouche ou du tube digestif, on lui donne des traitements de la douleur, de la morphine, des pompes à PCA, des traitements que connaissent déjà bien ces patients, du fait de leur crise vaso-occlusive. Il faut aussi les hydrater de façon très soigneuse. Il faut aussi bien surveiller leur tension artérielle et prévenir de façon efficace et active tout risque d'hypertension. Et il faut aussi prévenir et traiter les convulsions. Donc tous ces effets secondaires de la deuxième période qui sont sévères, on a les moyens de les prendre en charge. Donc c'est une période difficile, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de décès liés à ces complications dans notre expérience à Sainte-Justine. À Sainte-Justine, il y a un petit peu plus autour d'une dizaine de patients qui ont été traités avec des frères et des sœurs pour anémie falciforme et il n'y a eu aucun décès. Et c'est également les résultats de la littérature pour les 200 à 300 patients qui sont répertoriés dans le monde. Maintenant, la troisième période, la période de reconstitution du système immunitaire. Donc elle dure 9 à 12 mois, c'est à la maison, on voit souvent les enfants en clinique externe. Et il y a toujours des risques de complications. On est sorti de l'hôpital, mais l'histoire n'est pas finie. Donc, il y a toujours des risques d'infection, puisque le système immunitaire n'est pas encore complètement reconstitué. Donc, c'est des risques liés à des virus qu'on a tous en nous, après les avoir rencontrés une première fois, et qui peuvent se réactiver. Donc, c'est notamment le cas de l'herpès, de la varicelle, et d'autres virus qu'on appelle CMV, EBV. Ça peut être aussi des infections par contagion, par des gens qui viendraient à la maison en étant malades et en n'ayant pas pris la précaution de mettre un masque ou de rester chez eux et pas venir vous visiter parce qu'ils avaient le nez qui coule ou de la fièvre. Donc à ce stade-là, le plus important, c'est la prévention de la contagion. Et donc, quand les patients sortent, ils ont une éducation pour toutes les mesures qu'il faut mettre en place pour éviter les contagions. Et surtout, à cette période-là, ce qui peut être le plus dangereux, c'est le risque de réaction du greffon contre l'os, ce qu'on appelle la GVH. Ce risque, en fait, il commence à être présent dès la fin de la deuxième étape. Il devient un maximum au début de la troisième étape. Et le point important, c'est que c'est un risque qui va aller en diminuant dans le temps. Au fil des mois, petit à petit, le risque de rencontrer cette complication va diminuer. Alors, cette réaction du greffon contre l'hôte, elle est due à un type précis de globules blancs. On a différentes catégories de globules blancs qui nous protègent contre différents types de microbes, les bactéries, les virus, les champignons. Et parmi ces globules blancs, il y a les lymphocytes. Les lymphocytes, leur grande caractéristique, c'est qu'ils sont capables de faire la différence entre ce qui est le soi. C'est-à-dire, si on prend le donneur de moelle, le soi du donneur de moelle, pour les lymphocytes du donneur, ce sera le donneur de moelle. Pour le receveur, le soi du receveur de moelle, pour ces lymphocytes, ce sera le receveur de moelle. Ils sont capables donc de distinguer le soi et le non-soi. Le non-soi, en général, c'est les bactéries et les virus, pour tous les lymphocytes, et leur travail, c'est de reconnaître les lymphocytes et les virus. Mais le non-soi, quand on fait une greffe, ça peut être pour les lymphocytes du donneur, ça peut être le receveur. Ils sont capables de voir que c'est quelque chose de différent de leur
tissu de leur corps habituel dans lequel ils se trouvent. Et pour les lymphocytes du receveur, c'est la moelle du donneur, qui est le non-soi. Et ces lymphocytes, quand ils reconnaissent quelque chose qui est le non-soi, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'attaquent. Donc, quand c'est les lymphocytes du receveur qui attaquent la moelle du donneur, il y a un risque de rejet. Et à l'inverse, quand c'est les lymphocytes du donneur qui reconnaissent le receveur, il y a un risque de GVH, de réaction du greffon contre l'hôte. Et en pratique, les cibles qui sont reconnues par lymphocytes, c'est principalement, c'est pas que ça, mais c'est principalement des antigènes HLA. Et maintenant, vous comprenez pourquoi il faut absolument avoir des antigènes HLA aussi identiques que possible entre le donneur et le receveur. Les signes de GVH, principalement, ça peut atteindre la peau. Donc ça peut aller une simple éruption plus ou moins étendue, associée à un prurite. Et pour les formes graves, ça peut aller jusqu'à un décollement de la peau. Ça peut atteindre l'intestin, ça peut être seulement de la diarrhée, des vomissements, un petit peu de sang dans les selles, et puis ça peut aller jusqu'à un tableau d'occlusion complète, d'atteinte très sévère. Ça peut atteindre le foie. En général, c'est des choses qu'on voit seulement dans nos examens sanguins. Il y a une perturbation des paramètres du foie, ou ça peut entraîner vraiment dans les formes sévères des dysfonctions et des défaillances du foie. Donc cette GVH, elle est plus ou moins sévère. Il y a 4 grades de sévérité, 1 à 4. Et il y a 2 formes. Il y a la forme aiguë qui peut apparaître dans les 3 ou 4 premiers mois. Ce n'est pas obligatoire qu'elle apparaisse. Puis il y a la forme chronique qui apparaît après 3 à 4 mois. Le point important, c'est que les effets liés à la présence des lymphocytes, là, qui reconnaissent le soi et le non-soi, donc ces effets, c'est le risque de rejet et de GVH, il est vraiment au plus faible quand on utilise des donneurs qui sont des frères ou des sœurs, HLA compatibles. Ces effets-là, ils peuvent être prévenus par un médicament immunosuppresseur et d'autres médicaments immunosuppresseurs qu'on peut être amené à rajouter. Donc, ce médicament immunosuppresseur qu'on donne de façon classique à tous les patients qui sont greffés, c'est la cyclosporine. C'est un traitement qui débute 3 jours avant la greffe et qu'on poursuit pendant 10 à 11 mois. Les effets secondaires de ce type de traitement, pour les personnes qui ont des enfants greffés, ils se souviennent que ça fait pousser les poils. C'est un effet un petit peu étonnant, mais voilà, les patients qui ont de la cyclosporine sont beaucoup plus poilus que les autres. Ça peut faire monter la tension, ça peut être toxique pour les reins, donc c'est un traitement qui est surveillé de façon très rapprochée pendant les 10 à 11 mois où les enfants prennent ces traitements. Si malgré ça, il y a des signes de GVH qui apparaissent, on a d'autres traitements qu'on peut donner en plus pour traiter cette GVH et la faire disparaître. Et en premier lieu, c'est de la cortisone. Et le point majeur, c'est que progressivement, les lymphocytes apportés par la moelle du donneur vont se mettre à tolérer le receveur. Au fil du temps, il va y avoir un mécanisme de tolérance qui va se mettre en place. Et petit à petit, les lymphocytes apportés par la moelle du donneur vont reconnaître le receveur comme le soi. Il y a un mécanisme d'éducation et de tolérance qui se met en place. Et en général, ça prend une bonne année pour tout se mettre en place. Et quand c'est mis en place, on peut arrêter complètement notre traitement immunosuppresseur, notre cyclosporine. Et à partir de ce moment-là, le patient n'a plus de traitement. Du tout. Maintenant, les risques de la greffe de moelle osseuse. Je vous les ai un petit peu énumérés. On va revoir ça. Pour les frères ou les sœurs qui sont HLA identique 10/10e, globalement, le risque de rejet, depuis maintenant les années 2000, avec les protocoles que tout le monde utilise en Europe et en Amérique du Nord, il est quasiment à 0. On ne peut jamais dire 0 en médecine, mais il se rapproche vraiment presque de 0. Le risque de GVH aigu ou de GVH chronique avec un frère ou une sœur, il est proche de 10%. Et le risque de décès, à l'heure actuelle, dans les séries depuis 2000, il y a plus de décès enregistrés. Il y en avait dans les premières tentatives de greffe, dans les années 90, mais à l'heure actuelle, on n'en a plus. A l'inverse, si vous utilisez un donneur de fichier, la situation est moins favorable et moins idéale. Il y a un risque de rejet de 10 à 15%, ça peut aller jusqu'à 20% pour certaines séries. Il y a un risque de GVH aigu ou chronique qui va entre 10 et 20%, en sachant que la GVH, ça peut être plus ou moins problématique. Si c'est un grade 1 ou 2 qui répond très bien au traitement qu'on rajoute, ce n'est pas un gros problème. Si ça ne répond pas bien au traitement ou si c'est un grade 3 ou 4, ça peut être quelque chose de très problématique et ça peut mettre la vie du patient en danger. Il y a un risque de décès qui est aux alentours de 10, là j'ai mis 0,10%, il y a quelques publications où c'est plutôt 10-15%. Donc il y a un risque de décès lié à la greffe qui est pas nul.
Et en plus, quel que soit le type de donneur, du fait de la chimiothérapie qu'on a donnée pour détruire la moelle, il y a un risque de diminution de la fertilité. Ce risque de diminution de la fertilité est difficile à préciser. On sait que ça peut avoir un impact majeur sur la fertilité. Ce qu'on sait, c'est que globalement, le risque est plus faible si vous greffez l'enfant avant la puberté. Donc ça, c'est un autre argument pour essayer de greffer les enfants qui en ont besoin le plus tôt possible. Maintenant, les indications de la greffe de moelle. Oups. Donc pour les frères ou les sœurs HLA identiques, les indications certaines, c'est les formes sévères. Donc s'il y a eu des problèmes d'attaque cérébrale, s'il y a une élévation des vitesses de circulation sanguine dans les examens Doppler, si on a plus de 2 épisodes de syndrome thoracique aigu, si on fait de nombreuses crises convulsives qui nécessitent des hospitalisations répétées, si on commence à avoir des premiers signes d'hypertension pulmonaire, en général, ça, il y a une petite faute, c'est pulmonaire, on ne les voit pas chez les enfants en bas âge, ça se voit chez les plus grands. S'il y a des épisodes de nécrose osseuse multiple, s'il y a des problèmes d'allo-immunisation antiglobules rouges et qu'on a du mal à trouver des globules rouges compatibles pour transfuser les patients quand ils en ont besoin, tout ça, c'est des indications à l'heure actuelle certaines, c'est-à-dire que les médecins qui suivent vos enfants vous proposeront ou discuteront avec vous des possibilités de faire une greffe de moelle avec un frère ou une sœur. Les indications moins certaines, c'est les formes modérées, c'est-à-dire les enfants qui ne vont pas si mal, qui n'ont pas besoin de traitement important, ou les enfants qui ont des complications importantes, mais qui sont bien contrôlés avec les traitements actuels, comme par exemple les échanges érythrocytaires. Donc, dans ces cas-là, les autres possibilités de traitement, c'est l'hydroxyuréa ou les échanges transfusionnels. C'est des traitements qui ne permettent pas de guérir, qui sont préventifs, mais qui peuvent avoir une efficacité préventive remarquable. Donc, dans ce cas-là, si un frère ou une sœur compatible, on discutera avec vous des possibilités, des bénéfices et des avantages de faire une greffe de moelle. En sachant que, encore une fois, la greffe de moelle, c'est le seul traitement qui permet de guérir. Et l'hydroxyuréa et les échanges transfusionnels, même si c'est très efficace, on ne sait pas complètement ce que ça donne 10 ou 20 ans après. Pour les donneurs qui n'ont pas, pour les patients qui n'ont pas de donneur frère ou sœur compatible, s'il y a des critères de sévérité, on peut être amené à rechercher des donneurs dans les registres internationaux de donneurs de moelle. Donc bien sûr, dans ce cas-là, comme les résultats sont moins bons avec les donneurs de fichiers, on réservera vraiment ces indications aux formes les plus sévères ou aux formes modérément sévères qui ne sont pas complètement contrôlées avec les traitements qu'on peut offrir. Là, effectivement, bien sûr, la discussion avec la famille est toujours très très important et les familles participent aussi aux décisions qui sont prises dans ces situations-là. Nous, on propose des traitements, mais à la fin, c'est les familles qui décident. Et il faut essayer de les informer le mieux possible qu'on peut des bénéfices et des avantages. On n'a pas forcément les données pour tout adresser comme question, mais on fait avec ce qui existe en termes de données médicales à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on vous propose ce genre de traitement, ce sera des traitements qui seront proposés uniquement dans le cadre de protocoles de recherche. On ne proposera pas de faire des greffes avec des donneurs de fichiers, avec les traitements standards qu'on utilise pour faire les greffes avec les frères ou les sœurs. On utilisera seulement des protocoles de recherche, parce qu'actuellement, les greffes avec des donneurs de fichiers, ce n'est pas un standard de traitement, à la différence des greffes avec des frères ou sœurs, à cause des moins bons résultats. Le point important, c'est que si on se rend compte qu'il y a des enfants qui, déjà en bas âge, commencent à avoir des complications importantes, il faut penser à discuter le plus tôt possible ce type d'indication, parce que globalement, quel que soit le type de donneur, les résultats sont meilleurs quand on fait la greffe le plus tôt possible. Donc les résultats globaux avec les donneurs HLA identiques, avec les frères ou sœurs, on a d'excellents résultats, il n'y a pas d'essai. Ça permet une guérison complète de la maladie, à l'exception du risque infectieux qui persiste lié à la dysfonction de la rate, et ça n'a pas d'effet sur les lésions qui sont déjà installées. Le risque, c'est celui de diminution de la fertilité, qu'on ne connaît pas complètement à l'heure actuelle. Bon, on espère très fortement que M. Sanon sera grand-père. Et les résultats sont meilleurs chez les enfants greffés plus jeunes. Actuellement, on va, au niveau du CH Justine, on est en train de faire les démarches pour essayer de rentrer dans des protocoles de traitement avec des
des donneurs de fichiers, des donneurs non familiaux, qui sont ouverts aux États-Unis. Enfin, il y a un protocole qui est actuellement ouvert aux États-Unis pour les enfants. Donc c'est réservé aux formes sévères, il y a des critères très précis dans le protocole. Il propose de faire ça pour des donneurs familiaux et surtout pour des donneurs de fichiers, des donneurs non familiaux. Pour les donneurs familiaux, l'intérêt de rentrer dans ce protocole, c'est qu'ils essaient un nouveau protocole de chimiothérapie qui est moins fort en termes d'intensité de chimiothérapie, donc qui pourrait permettre de mieux préserver la fertilité. Et pour les patients qui ont seulement des donneurs de fichiers, eh bien, ça propose d'étudier le devenir de ces patients avec ce protocole-là. Donc, on est en train de réfléchir à ouvrir ce protocole. Il devrait être disponible dans les mois à venir. Et je pense qu'on le proposera aux familles qui ont des enfants avec des atteintes sévères, mais qui n'ont pas de frères ou de sœurs compatibles. On vous le proposera, je pense, systématiquement. Les nouvelles indications de greffe de moelle osseuse chez l'adulte, juste pour vous dire un mot, c'est chez les adultes actuellement, comme chez un certain nombre d'adultes, la maladie continue à évoluer, même s'ils n'allaient pas trop mal dans l'emphase. Il y a de nombreux adultes qui se trouvent dans des situations médicales très complexes, avec problèmes d'insuffisance rénale, insuffisance hépatique, hypertension pulmonaire. Donc actuellement, nos collègues greffeurs adultes aux États-Unis, surtout, sont en train de développer des nouveaux protocoles de greffe de moelle osseuse. Et ça reste, même chez l'adulte, le seul traitement possiblement curatif pour ces patients. Mais il faut savoir que chez l'adulte, comme ce sont des patients qui sont déjà très sévèrement atteints au niveau de plusieurs organes, c'est des greffes encore plus compliquées. Donc le message des adultes qui nous revient régulièrement, c'est greffez vos patients le plus tôt possible, pour ceux dont vous pensez qu'ils auront besoin d'une greffe à court ou à moyen terme. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, il n'y a pas d'âge limite. On sait faire des greffes de moelle, même à un bébé de 1 mois. Et pour le donneur, c'est sûr qu'un enfant de moins d'1 an, on peut faire le prélèvement de moelle, mais sans doute on attendra qu'il grandisse un petit peu, le donneur, avant de faire le prélèvement de moelle. Par contre, si on a eu la sagesse de préserver le placenta, il n'y a aucune restriction. On peut donner le placenta quand on veut. C'est comment savoir si on est compatible ou pas? Alors, ça consiste à déterminer les antigènes HLA. Donc ça se fait ici à Sainte-Justine, on est capable de faire ces prélèvements. Okay. Et donc on peut le proposer à tous les enfants qui ont des critères sévères d'anémie falciforme. Ça prend 2-3 semaines pour avoir les résultats, pour savoir si les frères ou sœurs et le patient sont compatibles. Et puis si vous vous enregistrez sur des fichiers de donneurs de moelle vous-même, pour offrir éventuellement la possibilité aux enfants d'autres familles d'être greffés, eh bien, ils feront la détermination de vos antigènes HLA. Est-ce que les parents peuvent être aussi des donneurs? Est-ce que les parents peuvent être des donneurs? Excusez-moi. Théoriquement, la probabilité n'est pas nulle, mais ça ne pourrait se voir que dans des situations où les parents sont consanguins, c'est-à-dire où ils ont des ancêtres communs et où ils ont eu des chances de se transmettre les mêmes HLA. Donc il faut qu'il y ait une consanguinité quelque part. Si les parents ne sont pas consanguins, s'ils ne sont pas originaires du même village, du même pays, du même continent, mais c'est 0. Si par exemple l'enfant a un frère ou une sœur qui peut lui donner la moelle, oui. Est-ce que l'hôpital peut décider de ne pas faire la transfusion pour l'enfant? Ou bien on doit attendre que les complications soient sévères, etc. Alors, classiquement, les enfants qui étaient greffés avec des frères ou des sœurs, c'était réservé aux enfants qui avaient des complications de l'anémie falciforme. Et ça a commencé dans les années 90. Maintenant, on a suffisamment de recul pour voir que les greffes avec les frères ou sœurs, vraiment les résultats sont très bons. Donc, on pourrait discuter de faire des greffes de moelle à des enfants qui sont moins sévèrement atteints, qui n'ont pas les critères de sévérité. Mais ça prend une discussion avec les parents, et il faut que les parents soient bien informés que, même si les résultats sont bons, il reste quand même un doute sur la fertilité à l'âge adulte. On ne sait pas trop ce que ça donne. La seule chose qu'on sait, c'est que si on greffe plus tôt, l'effet de la chimiothérapie sur la fertilité est sans doute moins important.
Mais si vous avez un enfant atteint d'anémie falciforme, qu'il a les critères de sévérité ou de forme modérément sévère qui va bien avec les traitements et qu'il a un frère ou une sœur donneuse, mais je pense qu'on discutera systématiquement et nous, on sera plutôt enclin à proposer la greffe de moelle. S'il n'a pas du tout de critères de sévérité, on discutera aussi la greffe de moelle, mais le résultat de ça, ce sera le résultat de la discussion. Il n'y a pas d'indication absolue de faire une greffe de moelle dans ce cas-là. Mais c'est sûr que vu qu'on ne sait pas exactement ce qui peut se passer à l'âge adulte, vu que la greffe de moelle, ça ne semble pas très toxique, à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à élargir plus les indications. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre brillant exposé. Ma question serait, vous avez dit que pour, disons, la première étape de la greffe, c'est d'abord la destruction de la moelle du patient. Maintenant, si cette destruction est faite et que le patient ne reçoit pas, c'est-à-dire refuse le soin du donneur, est-ce que l'effet est réversible ou c'est pendant que l'autre moelle est déjà détruite? Alors, quand il y a un rejet, en pratique, c'est ça. Quand les lymphocytes du receveur ils rejettent la moelle, il peut se passer deux choses. La première chose, c'est que le patient, il reste sans moelle. Et puis, il ne récupère jamais des plaquettes, des globules rouges, des globules blancs. Et en général, on attend 6-7 semaines maximum. Et si au bout de 6-7 semaines, on ne voit pas de production de globules rouges, plaquettes, globules blancs, on refait une greffe en urgence. Premier point. L'autre chose qui peut se passer, c'est que malgré la préparation à la chimiothérapie, la moelle du patient elle se régénère. Et au bout de 6, 7, 8 semaines, on voit réapparaître les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes du patient, du receveur. En pratique, pour les greffes de patients anémie falciforme avec les frères ou les sœurs, on ne voit jamais ça. C'est zéro, actuellement, le risque de rejet. Mais dans d'autres types de greffes, on peut voir ça. Mais pour les patients anémie falciforme greffés avec les frères ou sœurs, on n'en voit plus de ce genre de problème. Okay, si on pourrait le voir avec des greffes à partir de donneurs de fichiers. Parce que là, on sait que le risque de rejet, il est dépendant des publications et des séries, 10, 15%, 20% parfois. Okay, si je comprends bien, là, vous parlez de régénérer. Ça veut dire que même si vous, supposément, vous avez détruit la moelle du patient, après une greffe et que ça marche, est-ce qu'il y a risque de régénérer l'ancien? Non, non. Il n'y a pas de ce qu'on appelle les rejets secondaires, où la moelle du donneur, elle prend, et puis au bout de 8, 10, 12 mois, on voit la moelle du receveur réapparaître. Ça, on ne les voit pas, encore une fois, dans les greffes avec les frères ou sœurs, actuellement. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Ma question, ça va un peu dans le même sens que la dame ici, mais à l'extrême, c'est-à-dire, c'est quoi l'âge maximum où ce que vous dites, ben là, on ne greffera plus? Alors, il n'y a pas d'âge maximum. Nous, en pédiatrie, on est autorisé à traiter les enfants jusqu'à 18 ans. Parfois, on peut aller jusqu'à 19 ou 20 ans. Il n'y a pas d'âge maximum. Ce qui est sûr, c'est que le succès de la greffe, les complications qu'on peut rencontrer, ça augmente doucement avec l'âge. Donc, on préfère toujours greffer les enfants le plus tôt possible que quand ils sont quasiment des adultes. Parce qu'ils supportent moins bien la chimiothérapie, parce qu'au fil du temps, ils vont avoir de plus en plus d'effets secondaires de leur anémie falciforme. Donc ça va rendre les traitements qu'on donne plus éventuellement source d'effets secondaires. Donc il n'y a pas de limite. Actuellement, les adultes, comme les adultes, ils voient des patients qui sont très, très malades, ils essaient de développer d'autres protocoles de greffe, qui sont des protocoles moins lourds, moins toxiques, mais ils s'exposent à avoir plus de rejets, plus de non-prise. Mais il n'y a pas d'âge limite. À la limite, si on prend le cas des patients qui a été traité pour que ça fonctionne. Ici, à Sainte-Justine, je ne sais pas, mais dans les séries, il y a des patients qui ont 20, 25 ans, qui ont été greffés. Et chez les adultes, actuellement, ils développent des protocoles pour greffer des patients de 30, 35, 40 ans. Voilà. Théoriquement, on pourrait greffer jusqu'à 50 ans, comme on fait pour des patients qui ont des leucémies. Mais il faut savoir que les patients d'anémie falciforme qui ont atteint l'âge de 50 ans, ils sont très, 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 très malades. Ils ont le cœur abîmé, les reins abîmés, le foie abîmé. Donc, aller faire une greffe chez un patient très malade, c'est très compliqué. Okay. Mon autre question, c'est combien de fois un donneur peut donner? Peut donner 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Disons que 2 fois, c'est un petit peu le maximum. Ça, on parle des donneurs des frères ou sœurs. Ouais. En pratique, vu qu'on ne voit jamais de rejet, ben, les donneurs, ils n'ont jamais à donner 2 fois. En pratique, si vous êtes... Ils ont 2 sœurs malades, peut-être. Bonne question. Ben, ils pourraient redonner. Il n'y a pas un problème. La moelle qu'on prend au donneur, elle est régénérée en 2-3 semaines. Complètement. Okay. Donc, il n'y a pas de limite au nombre de dons de moelle. Pour les adultes, c'est quoi la possibilité d'avoir une guérison pour eux? Alors, pour les adultes, actuellement, c'est que des protocoles de recherche. Il n'y en a pas ouvert au Canada. Il y en a un qui est ouvert aux États-Unis. Les critères pour entrer dans ce protocole, ils sont très stricts. Et ça reste limité aux donneurs avec des frères ou des sœurs compatibles. Pour les gens qui rentrent dans qui ont ces critères-là, ils sont guéris de leur maladie. Mais ça reste une expérience limitée, c'est une quinzaine de cas. Et c'est difficile d'accéder à ce type de protocole. Mais ils sont guéris comme les enfants. Si la greffe, elle prend, les patients sont guéris. La grosse différence, c'est que les adultes, ils arrivent avec beaucoup plus de séquelles déjà. Et les séquelles, elles ne sont pas guéries par la greffe. Combien de temps que ça peut prendre pour arriver au Canada? Il faudrait demander à nos collègues adultes. Mais je pense que déjà aux États-Unis, où la communauté d'origine africaine est beaucoup plus importante, ça a été très difficile à monter. Je pense qu'au Canada, si votre association est très très forte pour faire des pressions auprès et du lobbying, ça pourrait être envisagé. Ce qu'ils font aux États-Unis, en termes techniques, en termes médicaux, c'est des choses qu'on sait faire ici, que nos collègues adultes savent faire, que nous-mêmes on sait faire. Techniquement, ce n'est pas compliqué à faire. Ce qui limite l'accès à ce genre de choses, c'est que ça reste de la recherche. Donc on a peu de données sur l'efficacité globale. On sait que pour une dizaine de patients, ça s'est bien passé. Mais ils avaient des critères très précis. Et puis il faut avoir un petit peu plus de recul. Peut-être que dans 4-5 ans, si les résultats sont toujours aussi bons, ce sera plus facile d'ouvrir ça ou de proposer ça, même en dehors d'un protocole de recherche au Canada. Donc, pour l'instant, il faudrait qu'il y ait un centre adulte qui prenne en main ce combat-là, ce qui n'est pas trop le cas. Et puis peut-être que dans 4-5 ans, on aura suffisamment de recul pour le proposer de façon standard, en dehors d'un protocole de recherche. J'avais des questions. Je voulais savoir, est-ce que le demi-frère ou les demi-sœurs, il peut donner leur moelle osseuse? Pour pouvoir donner, il faut qu'il y ait une consanguinité quelque part. De demi-frère et voilà. demi-sœur. Si papa a fait des enfants avec une nouvelle maman, il faudrait que la nouvelle maman soit éventuellement la sœur de la première. Ou au moins sa cousine. Ouais. Voilà. C'est toujours envisageable. Oui, j'ai compris. Deuxièmement, je voulais savoir, quand vous parlez des enfants falciformes très malades et les autres qui sont moins malades, ça c'est avec 2S ou avec... c'est les enfants avec 2S, SS. Ça c'est trop malade. Ceux qui ont qu'un S, ils ne sont pas malades, ils vont bien. Ceux qui ont 2S, qui sont SS, qui ont l'anémie falciforme, vraiment en tant que telle, ceux-là, il y en a qui sont très malades, puis il y en a qui ne sont pas beaucoup malades. C'est-à-dire qu'il y a, à côté de l'anémie SS, il y a d'autres facteurs qui jouent, du point de vue biologique. On en connaît certains. On sait que ceux qui ont un G6PD, ils vont être sans doute un petit peu plus malades. Déficit en G6PD, c'est une autre maladie des globules rouges. Mais il y a tout un tas de facteurs qui doivent jouer qu'on ignore pour l'instant. Donc il y a des progrès à faire dans la connaissance de cette maladie-là pour essayer de déterminer quels seraient d'autres facteurs biologiques qui pourraient nous dire celui-là il va être très malade, celui-là il va aller très bien. Mais actuellement on ne les a pas, ces marqueurs-là. Ah, ok, cela veut dire que les enfants qui ont 2S, ils ne peuvent pas se faire le greffe moelle osseuse, parce que vous avez dit les enfants qui sont trop malades, oui, on ne peut pas le faire les greffes moelle osseuse. Si, les enfants qui sont très malades, ce sont eux à qui on proposera la greffe de moelle osseuse, avec des frères ou des sœurs. Voilà. Ceux qui vont très bien, on leur proposera moins souvent la greffe de moelle osseuse. Mais
pour ceux qui vont très bien, l'inquiétude, c'est est-ce qu'ils vont continuer à aller très bien dans l'avenir? Ça, on ne sait pas. Et donc, s'il y a des parents qui nous demandaient de faire une greffe de moelle osseuse dans ce cadre-là, en ayant été bien informés de tous les avantages et tous les risques, c'est quelque chose qu'on pourrait proposer aussi, oui. Processus de collecte de sang du cordon du bébé, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est favorable à utiliser? C'est quelque chose que vous envisagez aussi à utiliser comme... Alors, les collectes de placenta, c'est de ça dont il s'agit. Alors, un instant, parce que je ne comprenais pas ce que vous disiez. Est-ce que c'est la collecte du sang du cordon ou le placenta lui-même? En fait, quand on dit collecte de placenta, ça veut dire qu'on met une aiguille dans le cordon et on aspire ce qu'il y a dans le cordon et dans le placenta. OK. Et on le met dans un sac et on le congèle, c'est ça. OK. Donc, j'avais mal la même compris. Moi, j'ai pensé que c'était le placenta lui-même en tant que tel qu'on devrait... OK, greffe de sang de cordon ou de placenta, c'est deux façons de dire la même chose. D'accord, merci beaucoup. Alors, je remercie beaucoup Dr. Terra. Alors là, je vais faire quelques petits messages d'intérêt public avant d'aller à la pause. Dr. Terra mentionnait, entre autres, que dans les registres internationaux, il y avait peu de gens représentant les minorités ethniques. Si jamais vous êtes intéressé à faire un don de moelle osseuse ou faire des dons de sang, parce que souvent, on a de la misère à trouver du sang compatible, je vous invite à aller rencontrer Naderge à l'arrière. Est-ce que tu peux faire un signe, Naderge? Elle est juste là derrière. Elle travaille pour Emma Québec et c'est Emma Québec qui est responsable du registre de donneurs de moelle osseuse pour le Québec. Donc, elle peut vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Juste bien réaliser que si vous donnez votre nom pour un registre à Emma Québec, ça ne sera pas pour votre enfant, ça peut être pour n'importe quel enfant qui aurait un besoin.